Bonjour les amis, bienvenue. Oh, excusez-moi, j'en oublie mon micro. Bonjour les amis, bienvenue sur la place de la Concorde. Aujourd'hui, nous allons parler de sang et de sueur. Désolé, le soleil n'est pas au rendez-vous, mais nous allons faire de votre mieux. Vous allez découvrir cette merveilleuse place et je vais vous raconter, comme d'habitude, plein d'anecdotes. Alors, venez. Je vous rappelle que je suis Frédéric Lévineau, grand reporter au Point, et que je travaille avec Thomas qui est derrière la caméra. Alors, une seconde, je ramasse mon petit mot. Alors, la place de la Concorde, comme vous le voyez, tout autour de vous, derrière moi, vous voyez la rue Royale qui mène à la Madeleine. Quand on tourne ici sont les façades de Ange-Jacques Gabriel, de l'architecte, je vous expliquerai plus tard. Et on voit d'ici aujourd'hui, nous sommes au pied des Champs-Élysées, bien entendu. Derrière, vous voyez peut-être la Tour Eiffel. Et puis à gauche, on ne la voit pas, mais il y a la Seine qui coule de droite à gauche, ou de gauche à droite plutôt. Et au fond, la Chambre des députés. À droite de la Chambre des députés, vous avez peut-être vu les Invalides. Alors, encore une fois, j'ai perdu mon papier, excusez-moi. Alors, nous allons commencer avec du sang. Je suis exactement à l'endroit où Louis XVI a été guillotiné le 21 janvier 1793. Le pauvre roi arrive de par là. Il est en carrosse, on l'a autorisé à venir en carrosse et à ne pas monter sur nos charrettes. Il est en compagnie de son confesseur. Alors imaginez-vous une foule énorme ici. On a dit 200-300 000 personnes, ce qui m'étonnerait, je veux dire à peu près 100 000 personnes, avec autour de la guillotine plusieurs rangées de militaires pour garder la guillotine. Et la guillotine est montée sur une estrade. Le carrosse se présente ici vers midi. Il s'arrête devant la guillotine. Le roi, qui est très pâle, sort, mais il est courageux. Il commence par enlever sa redingote brune. Il enlève son foulard cravate. Il arrache son col. Et là, il se présente devant le bourreau, Charles-Henri Sanson. Charles-Henri Sanson veut lui lier les mains. Mais lui refuse. Quoi? On ne lie pas les mains d'un roi. Son confesseur le convainc. Donc le pauvre Louis XVI met les mains derrière lui et on lui noue les poignets avec son mouchoir. À ce moment-là, un aide du bourreau arrive, lui découpe le col et lui coupe les cheveux de façon que ça n'entrave pas le fonctionnement de la guillotine. À ce moment-là, le roi monte les escaliers de l'estrade où est posée la guillotine. À ce moment-là, les tambours commencent à battre. Alors j'ai une photo, non, que dis-je, j'ai une représentation de comment ça se déroulait à l'époque. Le roi, à ce moment, il n'était pas prévu qu'il parle. Pourtant, il fait signe au tambour d'arrêter de battre et il s'adresse à la foule. Je meurs innocent de tous les crimes qu'on m'impute. Je pardonne aux auteurs de ma mort. Je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. À ce moment-là, on fait reprendre les tambours. C'était pas prévu qu'ils parlent. Les aides du bourreau s'en saisissent, l'attachent sur la planche bascule, la lunette est fermée, le bourreau appuie sur le bouton et la tête vole. À ce moment-là, de nombreux cris sur la place, vive la nation, vive la République, le sang gicle, un aide du bourreau saisit la tête du roi et la montre à la foule. Certains aides de bourreau se mettent du sang du roi sur la figure. Et il paraît que dans la foule, il y a quelques personnes qui se précipitent pour tremper leur mouchoir dans le sang ou pour tremper leur pique dans le sang. À ce moment-là, le corps du roi est mis dans un panier, dans une charrette, et il va partir pour être enterré place de la Madeleine. Voici comment s'est déroulé pour la première fois qu'une guillotine a été montée sur la place de la Concorde. Alors, quelques mois plus tard, en octobre, le 16 octobre, ce sera au tour de Marie-Antoinette d'être guillotinée, mais ça se passera de l'autre côté de la place. Elle aussi a été courageuse, mais elle n'a rien dit du tout. Alors,
Bonjour le Luxembourg. Eh ben aujourd'hui, un jour prochain, nous ferons le jardin du Luxembourg, justement. Voilà. Alors, un petit détail. On va se diriger vers les Champs-Élysées, mais j'aimerais dire que la guillotine n'a pas toujours été installée là pendant la Révolution française. Ici, il y a eu exactement 1119 guillotinés entre le mois de mai 93 et le mois de juin 94. Plus tard, la guillotine a été installée place de la Nation et dans d'autres endroits. Alors, ce pauvre roi, qui a été guillotiné sur la place de la Concorde, il y a une autre histoire entre lui et la place de la Concorde. C'était en 1770. Il a 16 ans, il se marie avec la jeune Marie-Antoinette. Et pour amuser le peuple, on organise un immense feu d'artifice sur la place de la Concorde, ici. Le feu d'artifice est tiré depuis, disons, les berges de la Seine. Il y a encore une fois énormément de monde et malheureusement, il y a un feu qui part mal, qui retombe sur la foule. Immense bousculade et il y a environ 132 personnes qui meurent écrasées, étouffées. Sombre présage pour le règne de Louis XVI. Voilà. Alors, ici, nous arrivons sur les Champs-Élysées. Enfin, derrière moi, vous voyez la grande roue, voilà, qui défigure un petit peu le site, mais on ne peut rien faire contre certains commerçants. Derrière moi, les Champs-Élysées, regardez tout au fond. Que voyez-vous? Ben, vous voyez l'Arc de Triomphe. De part et d'autre des Champs-Élysées, il y a deux sculptures, les chevaux de Marly, on appelle ça. Elles ont été sculptées dans le marbre en 2 ans par un certain Coustou. Ce sont 2 chefs-d'œuvre. Autant vous dire qu'aujourd'hui on les a remplacés, ce ne sont plus que des copies. Mais pour une fois, ces chevaux ne sont pas des allégories, ça représente simplement la vivacité des chevaux. Regardez la crinière, le mouvement, c'est extrêmement beau. Bon, maintenant, il faudrait quand même, chers amis, que je vous parle de la création de la place de la Concorde, quand même. Nous sommes là. La création de la place de Concorde, c'est Louis XV. Jusque dans les années 1750, on est au bout de Paris, c'est un vague terre-plein, où il y a plein de choses qui sont entreposées. Bien entendu, les Champs-Élysées n'existent pas encore. Il y a un bois avec une allée qu'avait fait installer Louis XIV. Voilà, mais c'était un sombre bois. Et donc Louis XV, j'ai des bonjours d'un peu partout en France. Nous allons en profiter pour traverser, cher Thomas, avant qu'il soit trop tard, avant qu'on se fasse écraser. Donc voilà, Louis XV décide d'aménager la place. Finalement, c'est un certain Ange-Jacques Gabriel, un architecte, qui en a la responsabilité. Donc, il dégage la place de toutes les immondices. De part et d'autre, il y avait des égouts qui coulaient à ciel ouvert. Ils sont plus ou moins comblés. Enfin, il y a encore un fossé qui va traverser de gauche à droite la place avec ce qu'on appelle au milieu un pont tournant pour pouvoir passer. Et Ange-Jacques Gabriel fait construire les 2 façades qu'on a, vous voyez, derrière nous, au bout. C'est la partie nord, la façade nord. Donc à droite, il y a l'hôtel de la Marine qui deviendra le ministère de la Marine. Alors l'architecture est copiée sur les colonnades du Louvre. Vous voyez, des colonnes sur un soubassement. Et à gauche, derrière la façade, il y a 4 hôtels particuliers parce que Gabriel, l'architecte, avait fait la façade, mais l'aménagement derrière a été fait par des particuliers à qui on a vendu les parcelles. Et aujourd'hui, 2 hôtels particuliers ont été réunis pour faire le siège de l'Automobile Club de France, là où il y a des gens en haut, je ne sais pas si vous voyez, là où il y a les drapeaux. Et la partie cachée par les travaux, c'est l'hôtel Crillon. Voilà. Alors maintenant, bien entendu, ce qui caractérise la Concorde, c'est que la Concorde possède le plus vieux monument de Paris. Alors quand on pose la question à des Parisiens, même eux ne savent pas. Il dit le plus vieux monument de Paris, c'est peut-être les arènes de Lutèce.
qui date du 1er siècle, ou alors c'est peut-être le Louvre. Mais non, le plus vieux monument de Paris, c'est l'obélisque. L'obélisque a 3200 ans. Alors l'histoire de l'obélisque est simple. Oui. Il y a des gens qui demandent pourquoi la place de la Concorde s'appelle-t-elle ainsi. Oh ben c'est la Concorde entre tous les Français, et du reste la place de la Concorde a reçu plusieurs noms. Ça a été d'abord la place Louis XV, parce qu'il y avait une statue de Louis XV. Oui, Louis XV avait été très malade, donc il a survécu pour remercier Dieu, on lui a fait bâtir une statue qui a vite été démolie. Après, on l'a appelée la place Louis XVI, très rapidement. Après, c'était la place de la Révolution, pendant la Révolution, et la place de la Concorde. Voilà, la Concorde. Et du reste, aux quatre coins de la place de la Concorde, il y a 8 statues représentant des femmes assises, habillées un peu à la romaine. Et ces 4 sculptures, ces 4 statues gigantesques, représentent 8 villes de France. Voilà. En soi, ce n'est pas un monument de Paris, entre guillemets. Oui, d'accord, Maud, tu joues sur les bancs, c'est un monument bien sûr de Luxor, un monument égyptien, mais en tout cas c'est le monument le plus ancien de Paris. Voilà. Alors, racontons un peu son histoire. C'est le vice-roi d'Égypte qui, vers 1830, offre à la France cet obélisque. L'obélisque était à Luxor. Il était devant le palais de Ramsès II. Et c'est carrément Champollion qui est chargé d'aller chercher l'obélisque. Alors autant vous dire, ça va être un gros boulot. Du reste, Champollion va mourir avant de le voir dressé ici. Et le transport va prendre environ 5 ans. C'est en octobre 1836 que l'obélisque est dressé. Alors, une petite anecdote amusante, c'est que bon, l'obélisque en lui-même fait 22 mètres de haut. 23 mètres de haut, pèse 222 tonnes, et comme vous voyez, il est perché sur un piédestal. Or, à l'époque, l'obélisque, quand il était devant la porte du palais de Ramsès II, d'abord il y avait 2 obélisques. D'abord il y avait deux obélisques, et finalement les 2 avaient été donnés à la France. Champollion choisit celui de droite qui était en le meilleur état, et ce qui est assez amusant, c'est que le 2e obélisque était resté sur place, mais a longtemps appartenu à la France. Ça fait qu'il y a 10 ans ou 15 ans, je crois, que finalement la France a renoncé au 2e obélisque. Ouais, c'est amusant, c'est comme ça. Alors, pour revenir, oui, t'as une question, Thomas? L'obélisque a-t-elle été déplacé en un morceau ou en plusieurs? En un seul morceau. Alors, du reste, je vais vous raconter ça, parce que le transport est représenté sur le piédestal, hein. Mais avant tout, je veux dire que à Luxor, il y avait un autre piédestal. Le piédestal d'origine de l'obélisque n'a pas été utilisé. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'était, jugeait-on à l'époque, un peu pornographique. En réalité, sur le piédestal, il y avait sculpté 16 babouins tout nus, debout, le sexe bien en apparence. Et pour la société de la bonne époque de 1830, il n'était pas question de mettre comme ça des singes tout nus. Donc on a remplacé par un bloc de granit sur lequel on a gravé la façon dont on a transporté l'obélisque. Alors comme vous voyez... Oui. Sur la couleur, est-ce que c'est la couleur d'origine? Est-ce que ça a été restauré depuis? Alors, l'obélisque en lui-même, c'est la couleur d'origine. Sans doute a-t-il été nettoyé, sans doute, mais pas forcément restauré, parce que en Égypte, où il fait très sec, il n'y avait pas de pollution à l'époque. Il était comme ça. Il a peut-être été fendu. On voit qu'à des moments, il y a des petites pierres pour mesurer s'il y a un écartement, mais l'autre du reste est exactement la même façon. Et donc sur le piédestal qu'on a fait spécialement, on voit que sur il y a des dessins dorés. Donc la partie du haut, on voit que l'obélisque avait été enfermé dans une grande caisse de bois pour le protéger, et il a été couché et monté à bord d'une péniche qui s'appelait la Luxor, et qui a été fabriquée spécialement à cet effet, une très longue péniche, avec quelques petites voiles, mais en fait, comme ça, l'obélisque a descendu le Nil. Ensuite, un remorqueur est venu le tirer à travers la Méditerranée et l'Atlantique. Et ensuite, il a débarqué à Rouen, environ au Havre, où là, on l'a mis à nouveau, on l'a couché.
Et à nouveau, on l'a tiré sur... Non, on l'a pas tiré, que je suis bête. On l'a aussi remonté par la Seine sur une péniche. Il a accosté ici. Et en fin de compte, on l'a ici surélevé. Alors du reste, si vous voulez, j'ai une photo qui montre... Vive les babouins. Oui, mais les babouins, du reste, si ça vous intéresse de voir l'anatomie de babouins, c'est très simple. Ces babouins sont au Louvre, exposés au Louvre. Donc vous n'avez qu'à aller au Louvre et vous verrez l'anatomie de ces singes. Alors, voici, je vais vous montrer. Alors, il y a un peu de vent aujourd'hui. Voilà. Voilà, c'est donc... Alors, ce qui est anecdote aussi amusante, c'était en 1836, donc que l'obélisque a été érigé, et Louis-Philippe était là, mais il s'est dit, si jamais l'obélisque se casse la figure et se casse, ça sera une honte. Donc en fait, il s'est caché dans l'hôtel de la Marine pour voir à travers une fenêtre l'érection de l'obélisque, et quand il a vu que tout marchait bien, il est sorti et il a salué la foule. Alors, il y a aussi autre chose que je voulais dire. On va se reculer un peu, parce que souvent les gens disent mais qu'est-ce qui est marqué sur l'obélisque? Alors tiens, Thomas, on va se reculer, parce que là je vois pas très bien en haut. Et alors, hier soir, j'ai étudié un peu l'égyptien en quelques heures, une méthode l'égyptien pour les nuls. Et j'ai un peu décrypté tout ça. Alors quand on voit tout en haut, d'abord on voit un pyramidion. Le pyramidion, c'est la partie dorée, triangulaire, qui a été rajoutée au-dessus de la pyramide. C'était en 1998 qu'on a coiffé l'obélisque d'un pyramidion. Alors, tout en haut, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit Ramsès II qui est à genoux, qui offre à boire du vin ou de l'eau, je ne vois pas bien d'ici la couleur du verre, à Amon-Ra le dieu. Alors bon, je ne vais pas traduire toute la colonne, c'est un peu compliqué, ça se lit de haut en bas, et je vais commencer par vous lire la colonne du milieu. Vous voyez là-haut. Alors je peux vous dire, attendez, l'Horus Soleil, taureau fort du soleil, qui a frappé les... Attendez, je vois pas très bien. Les barbares, oui. Seigneur des diadèmes, qui combat contre des millions. Lion magnanime, épervier d'or, bien sûr, tous ces superlatifs s'adressent à Ramsès II. Le plus fort sur la terre entière, taureau sur sa limite. Attendez, oui. Qui oblige la terre entière à venir en sa présence par la volonté d'Amon, son père, Auguste. Et enfin, à la fin, les 3 cartouches signifient il a fait, c'est-à-dire il a fait l'obélisque, le fils du soleil, vivant éternellement. Bon, vous voyez, c'est pas très difficile, je vous conseille l'égyptien pour les nuls. En une soirée, on peut traduire. Alors, en même temps, juste après la mise en place de l'obélisque, on a mis en place un certain Hittorf, un architecte également, qui a été chargé d'aménager la place sous Louis-Philippe. Il a mis en place 2 fontaines. Je ne sais pas si vous êtes venu à la Concorde, si vous avez fait attention, il y a 2 fontaines. Tiens, viens Thomas, on se met là, parce que là il y a un groupe d'école. Ces 2 fontaines sont à la gloire de la marine française. Oui, monsieur. Il y a une fontaine, celle-ci, qui est consacrée au fleuve français, et l'autre fontaine qui est derrière, qui est consacrée aux océans. Celle-ci, comme on voit, des personnages assis. Les personnages, l'homme au milieu, c'est soit le Rhin, soit le Rhône. Je n'ai jamais réussi à les distinguer. L'autre personnage, qui se trouve diamétralement opposé, qu'on ne voit donc pas, est donc le Rhône ou le Rhin, suivant les choses. Autour, il y a 4 autres sculptures. Autour de la fontaine sont des jeunes femmes charmantes qui ont le plaisir de nous offrir leur poitrine à la vue. Elles représentent un certain nombre... Il y a le commerce. Il y a celle-ci qui a une gerbe de blé. C'est parce qu'on cultivait du blé entre le Rhin et le Rhône. Un peu plus loin, on voit un personnage
une autre femme tenir du raisin. C'est bien sûr dans le Rhône, c'est le Côte du Rhône, le raisin. Ici, nous avons des néréides au rez-de-chaussée, des personnages moitié, des tritons pour les hommes. Les femmes sont des néréides, les hommes sont des tritons. Que puis-je dire? Ici, nous avons au fond de la fontaine du ciment. Est-ce que tu connais Le poids de l'obélisque, oui, c'est 222 tonnes. Alors quand une mouche se pose dessus, c'est un peu plus. C'est tout. Alors ici, ce que je voudrais dire aussi, c'est que les personnages ne sont pas en bronze. Ils sont en fer. En fer, comment on dit ça, j'ai oublié un peu. Je vous le dirai tout à l'heure. Mais en tout cas, ils sont recouverts de peinture. Là, la peinture s'écaille. C'était la peinture façon bronze. Soit il y avait du bronze vénitien pour les vêtements et il y avait du bronze florentin pour la peau, un bronze assez noir. Voilà. Et ça, c'est autour de la fontaine, c'est du faux marbre. Donc, alors, derrière nous, nous voyons que la Grande Roue, comme je l'ai dit tout à l'heure, et derrière nous, c'est le château des Tuileries. Enfin, c'est le château, non, c'est le jardin des Tuileries, au bout duquel il y avait le château des Tuileries, qui a bien sûr disparu et qui fera l'objet d'une prochaine visite. Mais écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, nous allons arrêter notre visite à cet endroit-là. Je vous rappelle que nous avons visité aujourd'hui la place de la Concorde, nous avons parlé de Louis XIV, nous avons parlé de Marie-Antoinette qui a été guillotinée à côté de la statue de Strasbourg, ici. Nous avons parlé aussi de l'obélisque. Nous avons traduit ce qu'il y avait sur la colonne centrale de l'obélisque. Et maintenant, les amis, je vous dis ciao, à la prochaine fois, mardi prochain.